Vous savez, les dictateurs, ils n'aiment pas les gens brillants. Ils les aiment juste pour les utiliser pour un temps. Ce n'est pas, depuis 20 ans qu'il faut au pouvoir, ce n'est pas des gens compétents qui lui ont manqué. Hein. Ce n'est pas des gens compétents qui lui ont manqué. Il est allé chercher les Humbo depuis les Nations Unies. Ce n'est pas des gens incompétents. Il est allé chercher d'autres personnes. Au PNUD, ce n'est pas des gens incompétents. Il a eu pas mal de gens compétents autour de lui. Mais comme dans un régime autoritaire, seul le chef doit être visible. Seul le chef doit dégager une certaine aura. Seul le chef doit dégager un certain dynamisme. Vous avez beau être intelligent, vous avez beau être brillant, quand vous arrivez dans ce système-là, vous êtes obligé de vous confondre avec tous les médiocres. C'est le principe du nivellement par le bas. Parce que le chef, le dictateur, l'autoritaire, lui, il est déjà complexé. Dans tous les régimes autocratiques, le chef est généralement complexé. Il est complexé par rapport à ses collaborateurs. Il est complexé par rapport à plusieurs dossiers. Donc, c'est des gens qui sont généralement complexés. Et ils n'aiment pas avoir à côté d'eux des gens qui brillent. Donc, on a beau prendre des gens qui sont brillants, on les a mis dans les systèmes, ils se sont éteints. Voilà, les cacos, tout ça. Les cacos n'ont pas fait long feu. Parce que c'est des gens qui ont c'est des gens qui ont un certain parcours, qui sont brillants. Mais on a besoin d'eux pour servir la dictature. Mais s'ils sont servis de la dictature, eux ne doivent pas briller. Ils doivent se mettre au niveau du dictateur. Parce que le dictateur lui-même, il entraîne. Parce que le dictateur lui-même, il est la somme d'une certaine incompétence. Voilà, il est la somme de beaucoup de dossiers, de casseroles et tout ça. Et donc, il n'aime pas avoir autour d'eux des gens, à moins que vous décidez de faire le larbin. À moins que vous décidez de faire le larbin. Donc, vous allez voir que dans les régimes autoritaires, les gens qui sont brillants, on finit par les clouer au pilori. On invente une histoire, on dit qu'il a détourné de l'argent, on les liquide. Diallo Telli a vécu ça avec Sékou Touré. C'est vrai qu'il y a la question Peul, mais Diallo Telli était un esprit très brillant à l'époque. Donc, dans le système RPT uni, vous voyez des gens qui sont brillants et qui ont été éteints par le système. Ils se sont mis au niveau du système pour voler aussi, pour courir les femmes, pour manipuler l'argent comme ils veulent, pour arracher les femmes des gens. Parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Vous voyez. Et donc, les gens qui ont pu s'en sortir, des gens comme les Humbo, ils sont repartis, les gens comme les Kako, ils sont repartis. Mais d'autres sont restés. D'autres sont restés. Et ces gens-là ne peuvent même pas prendre une initiative. Le jour que tu prends une initiative, le jour où, dans le domaine qu'on t'a confié, qu'on t'a demandé de gérer, tu fais beaucoup de réalisations, les gens, dans l'appareil du parti, ou dans l'appareil même de l'État, viendront dire à ce qu'ils appellent là-bas le patron que lui là, il en fait trop, hein. Il faut le fragiliser un peu. On parle trop de lui dans la ville, tu passes partout, on parle de lui, on dit c'est Ferdinand, on dit c'est X, tout le monde parle de lui, qu'il travaille bien. Le dictateur va commencer par s'inquiéter, parce que pour lui, vous êtes une menace. Il va commencer par s'inquiéter, et c'est comme ça qu'il va commencer par vous fragiliser. Donc, on a vu le cas des Kokoroko. Tout le monde faisait l'éloge de Kokoroko par rapport aux travaux qu'il a engagés à l'université. Tout le monde en parlait. Il dit, mais que c'est un jeune professeur, il fait du travail vraiment louable à l'université. Quand les gens ne commencent pas à en parler, c'est dans le système lui-même. Mais un matin comme ça, on l'a dégommé de l'université, même sans l'avertir. On l'a dégommé dans l'université. Non seulement on l'a dégommé dans l'université, le ministère qu'il gérait, ils ont amputé une partie. Est-ce que vous entendez encore Kokoroko faire quelque chose? Peut-être qu'il ne continue pas à travailler, mais il est plus ou moins discret. Puisque le dictateur, pour lui montrer qu'il ne doit pas faire des choses au-delà de ce que lui veut, le dictateur l'a envoyé au Parlement. Quand ils ont fait la dernière élection, ils ont mis Kokoroko où? 4e vice-président, un professeur, je ne sais pas comment ils appellent ça, titulaire ou agrégé de droit. On va à l'Assemblée nationale, il n'est pas président, on le met 4e vice-président sous un douanier. On sait comment les douaniers fabriquent les diplômes, en tout cas pas tous les douaniers, mais certains douaniers achètent leurs diplômes, sous une dame qui a fait les travaux publics, et sous, je ne sais pas, on le met 4e. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas meilleure façon d'humilier des gens comme ça. Il n'y a pas meilleure façon d'humilier quelqu'un comme ça. Il est professeur agrégé, juriste, connu.
On va au Parlement, c'est un douanier qu'on met devant lui. Un douanier qui a des diplômes façon qu'on met devant lui. Alors que le Parlement, c'est la zone où on va discuter des lois. Donc, on le met 4e vice-président, même pas 2e, même pas 1er. On le met 4e vice-président. Une manière de lui dire, t'as beau avoir des diplômes, ici, ce n'est pas les diplômes qui comptent, tu te tais, tu travailles. Heureusement qu'on l'a ramené au ministère. Donc, il y a eu le cas Pascal Bodiona. Bon, avec cette affaire d'escroquerie, parce qu'à un moment donné, quand ils ont pris le pouvoir, tout le monde parlait de Bodiona, 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 Bodiona. Il était populaire partout, chez les journalistes, parmi les gens. Un matin, paf, on lui a coupé les ailes. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, dans un système comme ça, vous avez beau être brillant, vous avez beau être compétent, vous ne pouvez prendre aucune initiative de vous-même pour améliorer le quotidien ou le secteur qu'on vous a donné. Les gens qui ont milité pour qu'on modifie la constitution, là, les professeurs Hunake, je ne sais pas, il est aussi juriste, professeur Hunake, c'est ça, non? Il était à la DAS, là. Celui qui est venu développer des arguments incongrus pour justifier la modification constitutionnelle, qui était sur les médias, qui racontait tout et n'importe quoi. Quel ministère on lui a donné? Artisanat. Artisanat. C'est ce qu'on appelle un strapontin. C'est ce qu'on appelle strapontin. Artisanat. Artisanat. Vous l'avez entendu quelque part? Il est même ministre délégué, non? Artisanat. Vous l'avez entendu prendre une initiative quelque part depuis qu'il a été nommé là? Vous l'avez entendu quelque part? Il est dans sa voiture de ministre, il a ses bons de carburant, il a son salaire. Peut-être que c'est ce qui lui manquait dans la vie. Voilà. Il voulait juste changer son statut social, c'est tout. Donc, même si on lui disait ministère des pompes funèbres, il va prendre. Ministre, c'est ministre. Si on lui avait nommé ministère des pompes funèbres, il va prendre. Parce que ministre, c'est ministre. Il suffit que tu sois ministre, que toi aussi tu viennes devant, comment on appelle ça? Tu viens au conseil des ministres. Il y a un ministre au Cameroun qui critiquait Paul Biya, comme ceux qui critiquaient Fort, qui ont rejoint Fort après, qu'on appelle Momo, Jean de Dieu Momo. C'est un avocat. Un jour, il critiquait tellement Biya, après on l'a nommé ministre. On l'a nommé ministre délégué auprès du ministère de la Justice. Un jour, il arrive sur une télévision, on lui pose la question, si là où il est aujourd'hui, si on lui demande de démissionner, il va démissionner, il dit, démissionner, je suis fou, c'est jusqu'à la gare. Il dit, démissionner, que ça n'existe pas en Afrique, c'est chez les Blancs, démission, c'est chez les Blancs, que je suis fou, que c'est chez les Blancs qu'on entend ça, que lui est dedans, c'est jusqu'à la gare. Que lui, là où lui est là, c'est jusqu'à la gare. Que lui, il est fou. Il n'est pas fou. C'est la même chose aujourd'hui avec, comment l'appelle-t-on, les Hunake et tout ça. Ces gens-là, ils sont partis défendre les incongruités. Et puis à la fin, comme le bienfaiteur sait que c'est des larbins, ils ont beau avoir des diplômes, c'est des universitaires, ils leur glissent quelques miettes. Donc, Hunake, on leur a donné le ministère de l'Artisanat. Depuis, on n'a même pas entendu faire une interview sur un média pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il fait de son artisanat. Il y a des jeunes qui sont à Lomé là-bas, au grand marché qu'on est en train de dégager. Ils n'ont même pas de place pour vendre leur œuvre d'artisan. Donc lui, l'essentiel c'est qu'il est ministre. Quand il passe quelque part, on dit excellence. Voilà, il est content. Puis en Afrique, on appelle les ministres excellence. Il est content. Quand il arrive quelque part, on dit oui. Donc cette manière de faire, cette manière de gérer la chose publique, elle va nous créer plus tard des ennuis. Les gens ne se posent pas la question de savoir... Quand on nomme, parce que comme on est aussi dans le repli identitaire, les gens ne se posent pas la question de savoir celui qu'on appelle pour le nommer ministre. Est-ce qu'il apporte quelque chose à la communauté? Rien du tout. Quand vous allez peut-être à Ebé là-bas, les gens de Bé vont vous dire que Gomado c'est leur fils, d'accord. Les gens d'Aplaoubé, moi c'est leur fils, on l'a nommé ministre. Le jour qu'il y a des funérailles, son nom est sur le faire-part. C'est important. Il donne 200 000 francs pour les funérailles. Et celui qui lit le faire-part, il va lire le nom du ministre, il va préciser que c'est leur fils, il va ajouter que c'est à cause de lui qu'on a amené les policiers pour surveiller la veillée, c'est lui qui a offert le cercueil, et ensuite il a donné 200 000 francs. Il va dire, mais voici pénè. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert.
Quand vous allez dans les funérailles, le plus important, c'est qu'on met le nom du ministre sur le faire-part de quelqu'un qui est décédé. Et on va dire, ah, c'est grâce à lui qu'on a eu les facilités pour avoir, les chaises, pour la veillée, pour avoir ceci, pour avoir ça, pour avoir ça. Et en plus, il a donné l'argent pour acheter le cercueil. On va dire, ah, mais voici Bénin. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Donc, les gens ne se projettent pas. C'est ça la réalité. Donc, celui qui distribue les postes dans le pays, il sait ça. Il connaît ça. Il sait comment ça fonctionne. Donc, dans un système comme ça, les esprits brillants, ils sont condamnés à devenir médiocres. Dans un système comme ça, les gens qui ont tellement d'idées, ils sont obligés à ramper devant des illettrés, des analphabètes. Est-ce que vous trouvez normal? Je reviens toujours sur son cas. Quand on a voulu former le bureau de l'Assemblée nationale, que quelqu'un comme Kokoroko, quoi qu'on puisse le reprocher, il était quand même président de l'université, juriste, professeur agrégé en droit. On le met 4e vice-président derrière un douanier. Je n'ai rien contre le poste de douanier. Hein. Mais on sait que les gens qui ont fait façon pour devenir douanier au Togo, on sait comment ils font les diplômes. Est-ce que c'est-à-dire, le Parlement par excellence, c'est le lieu où on fait les lois. C'est le lieu où on vote les lois, on prend l'initiative des lois. Vous trouvez normal qu'on puisse mettre un professeur de droit agrégé sous un douanier, 4e vice-président, douanier? Mais c'est comme ça que le système fonctionne. Et c'est comme ça qu'on humilie les gens dans une dictature. On n'a que faire de ton intelligence, on n'a que faire de tes diplômes, on n'a que faire de tes parcours, on n'a rien à foutre. C'est pour cela que, en prenant la liste de tous ceux qui se sont nommés, comment appelle-t-on, au Sénat, on voit bien que c'est un, excusez-moi le terme, c'est un conglomérat des gens à scandale. La liste que Ford a nommée, Ford lui-même, sa propre liste, c'est un conglomérat des gens à scandale. Vous prenez Inoussa Bouraïma. Les jeunes, est-ce que vous connaissez Inoussa Bouraïma? Il était ministre de la Défense en 1994, éphémère ministre de la Défense. C'est l'éternel président de l'Union musulmane. Il est dans les scandales même dans l'Union musulmane. C'est lui qui a privatisé l'Union musulmane. C'est lui qui a empêché l'Union musulmane de prendre des positions politiques. Inoussa Bouraïma, il est là depuis longtemps. Et quand il était ministre en 1994, c'était l'année où Akpo, les gens ont été tués après l'attaque de... Je ne sais pas si c'est en janvier ou bien mars, l'attaque où Akpo a trouvé la mort. Et il était ministre de la Défense. Et il est allé à l'enterrement d'Akpo et il a fait une oraison funèbre. Je pense qu'il a inquiété Yadema lui-même. 5 mars, merci, aucun hérité. Moi, je me rappelle comme hier. Il semble que son oraison funèbre a poussé Yadema à le dégommer immédiatement. Quand il a fini de faire les éloges d'Akpo à l'oraison funèbre, parce que Akpo est mort dans les conditions assez troubles, aussi bien comme Tépé et Ami. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Et donc lui, il va au funérailles. Quand il finit de lire, à la fin, il dit « J'entends la voix d'Akpo qui dit depuis la tombe « Vengez-moi, vengez-moi, vengez-moi ». Il semble qu'à l'homme de Yadema était dans tous ses états. Il dit, mais il appelle Akpo à venger qui? Vous allez trouver ce discours, si c'est encore sur les réseaux sociaux. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Vous savez comment il parle? Inoussa Bouraïma. Il dit, j'entends la voix d'Akpo qui dit, vengez-moi, vengez-moi. Il semble que le sang de Yadema fait un tour. Dès qu'ils sont revenus des funérailles, Yadema l'a dégommé. C'est ça? Moi, je me rappelle comme hier, quand il lisait son oraison funèbre. Vengez-moi, vengez-moi. Et lui, après, il est parti se caser à l'Union musulmane, où on le cite dans les malversations, parce que vous savez que l'Union musulmane brasse beaucoup d'argent pour les histoires de pèlerinage, pour les dons qui viennent de l'Arabie Saoudite, du Qatar, un peu d'argent qui viennent des pays arabes. Donc, il s'est fait beaucoup. Hein, les autres l'accusent de faire, non seulement d'avoir bloqué le mandat, parce qu'avec Inoussa Bouraïma à la tête de l'Union musulmane, c'est un mandat bloqué. Ils n'ont plus jamais fait d'élection. Et il a privatisé l'Union musulmane. Il est en conflit avec tous ses collaborateurs. Et c'est des gens à scandale comme ça que Ford a trouvé pour nommer au Sénat. À la limite, le Sénat tel qu'on l'a conçu dans la Rome antique, hein, le Sénat tel qu'on l'a conçu dans la Rome antique, et peut-être par extension avec l'Égypte, en passant par la Grèce antique, le Sénat, c'est des gens sages.
Le Sénat, c'est des gens d'une certaine probité morale. Le Sénat, c'est des gens d'une certaine aura. Et quand la nation est en difficulté, c'est des gens comme ça, c'est à eux qu'on fait appel pour apaiser la nation. Au Togo, ce qu'on a envoyé dans le Sénat, à Djoglasso, des voleurs d'argent, des détourneurs, des crimes économiques, des assassins, voilà, c'est des gens qu'on a trouvés pour envoyer au Sénat. Des faussaires, c'est des gens qu'on a trouvés pour envoyer au Sénat. Donc nous sommes totalement à l'antipode de ce qui se fait dans la normalité. Mais ce qui fait mal, c'est que c'est nous qui allons payer ces gens-là. C'est le contribuable qui va payer ces gens-là. Tous ces gens que vous voyez, qui se sont déjà enrichis sur le dos de la République, qui ont détourné des milliards sur des projets, qui ont privé les populations de moyens, de l'eau, de l'électricité. C'est ces gens-là, c'est nous qui allons encore les entretenir. C'est nous qui allons les entretenir. Si vous attendez quelque chose de vertueux venant de Faure Gnassingbé, attendez le retour de Jésus. Si vous attendez quelque chose de vertueux de la part de Faure Gnassingbé, attendez le retour de Jésus. Faure Gnassingbé n'a jamais fait la promotion de la vertu à la tête de l'État togolais. Jamais. 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 Et il ne le fera jamais. Parce que lui-même, il a pris le pouvoir par le viol de la Constitution. Puisque son pouvoir est issu d'un viol. Le viol de la Constitution. Après, il y a eu les assassinats. Son pouvoir, il a obtenu par le viol de la Constitution. Et pas un seul viol. Plusieurs viols de la Constitution. Bon, je ne sais pas, on dit que TikTok signale les viols, tout ça. Bon. Hein? Ça dit qu'il a obtenu son pouvoir par un attouchement de la Constitution. Voilà. J'utilise ce mot-là. Un attouchement de la Constitution. Plusieurs attouchements de la Constitution. Plusieurs attouchements de la Constitution. C'est comme ça qu'il a obtenu son pouvoir. Et puis après, il est venu dans une mare de sang. Ça veut dire qu'à l'origine, la personne qui doit incarner l'État, elle est fondamentalement souillée. Autour de lui, il ne peut nommer que des gens souillés. Donc, Faure peut faire 50 ans au pouvoir, il ne nommera personne de vertueux autour de lui. Les rares personnes qu'il va choisir, ils feront peut-être un peu de temps et puis vont partir. Comme les Kako sont partis, comme les Humpo sont partis, comme les Deliarefa sont partis. Mais les autres qui sont des Adjoglassou, ils vont rester. Parce qu'ils sont à la recherche de la facilité. Ils veulent s'enrichir rapidement. Ils veulent avoir une maison. Ils veulent avoir aussi une situation. Ils veulent vivre comme tout le monde. C'est ça la réalité. C'est ça la triste réalité. Donc, là, nous allons dépenser de l'argent pour payer des vieux croutons qui ont déjà été des criminels économiques. Dans quel scandale au Togo on n'a jamais cité Barké? Scandale financier, depuis le port, la SNPT, les mines, l'énergie. Dans quel scandale on n'a jamais vu Barké? Dans quel scandale? Le pétrole Gates, il est aussi dedans. Dans quel scandale on n'a jamais suivi Barké? Le nom de Barké, on n'a jamais retrouvé le nom de Barké. Dans quel scandale on n'a pas vu des gens comme Drama Dramani? Ayassor, dans quel scandale on n'a pas cité Ayassor? La route Lomé-Voga-Enfoin, qui a valu, je ne sais pas comment dire, des convocations pour les journalistes qui ont dénoncé ça. Ce sont ces gens-là qui vont au Sénat. C'est la République à l'envers. C'est la République à l'envers. Et malheureusement, c'est ça le Togo. C'est ça le Togo sous Faure Gnassingbé. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin de son règne. Parce que lui-même, il est issu d'un milieu comme ça. Donc, il ne peut nommer que des gens de ce milieu. C'est ça la triste réalité. Ceux qui sont courageux et qui pensent qu'ils ont un avenir, demain, ils peuvent rompre les amarres et partir se faire valoir ailleurs. Mais ceux qui ont pris goût et qui cherchent la facilité, ils vont rester dedans. Malheureusement. Ils vont rester dedans malheureusement. Et on ne pourra pas avancer. Donc, bienvenue aux sénateurs. Bon appétit à vous. Et puis mangez bien pendant que le peuple continue d'avoir faim.
Mangez bien pendant que le peuple continue de serrer la ceinture. Mangez bien, réjouissez-vous, prenez le bon vin pendant que les Togolais continuent de souffrir. Mangez bien pendant que vos fils sont à la maison, n'ont pas de boulot. Ils sont au chômage depuis 20 ans, 30 ans. Bon appétit à vous pendant que vos petits-fils sont à la maison, n'ont pas de boulot. Madame Molga, elle est notaire. Peut-être que ce n'est pas un choix hasardeux. Si vous fouillez bien, peut-être notaire qu'elle a géré des dossiers sensibles dans le notariat. Certainement. Mangez très bien. Réjouissez-vous pendant que vos enfants... Un instant. Mangez bien. Mangez bien. Pendant que vos enfants sont à la maison, ils n'ont pas de boulot. Pendant que vos petits-fils sont à la maison, ils n'ont pas de boulot. Engouffrez-vous, bien comment on appelle ça. Réjouissez-vous, prenez les bons vins, prenez le bon champagne. Continuez pas à manger pendant que vos fils dans les villages, vos proches n'ont pas de quoi boire. Vos enfants n'ont pas de l'eau potable. Continuez pas à manger. Mais n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas que tôt ou tard, le peuple prend toujours sa revanche. N'oubliez pas que le peuple prend toujours sa revanche. Et alors, on se parle là. Le peuple togolais est à bout. Vous ne sentez pas venir la colère. Vous ne sentez pas venir la colère dans la masse. Mais les gens sont très fâchés. Et même dans votre propre unir là, les gens sont en colère. Parce que les gens estiment que les vieux là devaient être quelque part. Et ce n'est pas eux qui doivent être là-bas. Les gens sont en colère. Ils ne le disent pas publiquement. Mais le moment viendra, vous allez voir. Et vous, les vieux là, vous n'avez même pas la force pour courir. Vous ne pouvez même pas courir. Vous ne pouvez même pas courir. Vous n'êtes pas prêt de vous sacrifier pour vos enfants. Vous n'êtes pas prêt de vous sacrifier pour vos petits-enfants. Vous voulez manger jusqu'au pied de votre tombe. Qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui que vous n'avez jamais mangé? Je prends les 4 ou les 5 vieux qui sont devant là. Barké, Koudjolou Togo, et Ayasso, Dramani, il y a un 5e là. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous n'avez pas mangé que c'est au Sénat que vous allez manger ça? Normalement, après 20 ans de pouvoir, c'est à vous de faire une délégation. Kofigo, voilà. C'est à vous de faire une délégation pour aller voir Fogne Assimbe pour dire, vous êtes notre fils, 20 ans, ça va. Ton père a fait 38 ans. Tu viens de faire 20 ans. Il faut que tu penses à sortir par la grande porte. C'est vous qui devez faire cette démarche-là. C'est vous qui devez aller voir Fogne Assimbe, qui est votre fils. Parce que vous avez travaillé avec le père pour lui dire, vous avez fait 20 ans. Même si les 20 ans sont passés rapidement, même si les 20 ans sont passés le plus vite que possible, c'est à vous d'aller le convaincre, de lui dire, Bitoko Tipou Yaninem, voilà. Voilà un homme de l'ancienne époque. Voilà, lui aussi il est vieux. Donc, c'est à vous d'aller lui dire, tu as fait ton temps, 20 ans. Si en 20 ans, tu n'as pas pu faire grand-chose, ce n'est pas en 5 ans, 10 ans que tu vas faire quelque chose. 20 ans, c'est bon. Cède le passage à quelqu'un du parti. Si vous ne voulez pas d'opposant, si vous ne voulez pas d'alternance, vous allez préparer quelqu'un dans votre propre parti pour dire, maintenant, le parti a décidé que tu puisses aller à la retraite. C'est vous les vieux là, qui venez dans un discours, comme Koudjolou Togo, dire que tu salues la clairvoyance du chef de l'État. Tu n'as pas honte. C'est vous qui venez dire dans des discours que vous saluez la clairvoyance du chef de l'État. Vous n'avez pas honte. La clairvoyance voudrait que vous, la jugeote voudrait que vous, la sagesse voudrait que vous, les vieux là, vous fassiez une délégation pour aller le voir, pour lui dire, 20 ans c'est bon. Ton père a fait 38 ans. C'est une grâce. Aucune famille au monde, après la Corée du Nord, n'a régné comme ça. C'est une grâce. Cherche un moyen, va te reposer, prends ton argent, tes femmes, tout ça, va quelque part. On trouve quelqu'un au parti. Si on ne veut pas les opposants, tout ça, on met quelqu'un dans le parti. Au moins, on nous dira que on a choisi un autre candidat. Vous avez dit non, que c'est lui. Et lui vous a choisi. C'est-à-dire, si on suppose que le mandat de Fogne Assimbe est terminé, c'est ça l'incongruité du système parlementaire au Togo.
qui n'a rien à voir avec aucun système parlementaire au monde. Faure Gnassingbé qui ne jouit d'aucune légitimité. Parce que là, aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'a aucune légitimité. Il n'a aucune légitimité. Il est juste aujourd'hui un chef de parti politique. Donc, lui, en tant que chef de parti politique, il nomme les sénateurs qui vont le nommer demain président du conseil. Vous imaginez l'incongruité? C'est-à-dire, quelqu'un me nomme et demain, moi, je le nomme aussi. C'est ça le parlementarisme à la sauce RPT Unir. C'est-à-dire, Faure aujourd'hui, il n'a pas de légitimité. Son mandat est fini. Donc, le mandat qu'il vient d'achever, c'est même un mandat usurpé. C'est un mandat usurpé. Mais en plus, le mandat est fini. Donc là, il n'a pas de légitimité. Il n'est même pas un élu local. Il n'est même pas un élu comme un maire dans un quartier ou bien un conseil municipal. Il n'est pas un élu local. Il n'est rien. Mais il nomme des gens qui, à leur tour, vont le nommer président du conseil. Vous trouvez ça normal? Déjà que les gens qui ont été élus sénateurs par les élections qu'ils ont organisées, c'est lui qui a donné les consignes. C'est lui qui a choisi les gens. En fait, les gens n'ont pas été nommés. Et les gens n'ont pas été élus, ils ont été nommés. C'est lui qui les a nommés. Tout ce qu'on a nommé, on a pris pour les élections là, les élections sénatoriales, c'est lui qui les a nommés. Puis c'est lui qui a validé la liste. Sinon, quelqu'un comme Robert Olympio n'aurait pas 90% des voix, puisque son parti n'a pas été aux élections. Mais il a eu 90% des voix. Ça veut dire que des consignes ont été données pour le choisir. Donc, c'est Faure qui a choisi les gens. Les premiers sénateurs, les 41 là, ou bien c'est combien? Les 40 là, c'est Faure qui les a choisis. C'est lui qui nomme encore les 20. Il a choisi les 41. Et c'est lui qui nomme les 20. Alors que lui-même, aujourd'hui, il n'a aucune légitimité. Il n'est même pas un élu local. Puisque son mandat est fini. Il n'a pas de légitimité. Maintenant, les 60 personnes que lui a nommées, ils vont se réunir dans une salle pour le nommer, lui, chef de parti uni, président du conseil. Et lui, il a tout le pouvoir pour dissoudre le Parlement, pour dissoudre les institutions, mais lui, il n'est pas élu. Mais c'est dit, c'est pas possible. Ce qui nous arrive au Togo, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais pas si nous sommes à une nouvelle ère de constitutionnalistes. Nous voulons réinventer le droit constitutionnel. Vous êtes d'accord avec moi qu'à l'heure où nous parlons, le mandat de Faure, même si le mandat de Faure qu'il a eu en 2020, il est fini. Il est fini. Son mandat est fini. Alors, si son mandat est fini, il n'a plus de légitimité. Donc, il n'est pas aujourd'hui un élu local. Il n'est pas un conseiller municipal. C'est-à-dire, en termes de légitimité, il ne peut pas dire que j'ai été élu. Son mandat est fini. Mais c'est lui qui nomme des sénateurs, qui à son tour, qui à leur tour vont le porter comme président du conseil. Vous trouvez ça normal? Il n'est même pas un élu de quartier. Son mandat est fini. Il est devenu un homme. C'est vrai qu'il incarne aujourd'hui, il est chef d'État aujourd'hui, il incarne l'autorité de l'État. Mais en réalité, si son mandat est fini, le mandat qu'il a eu en 2025, non, en 2020 pour 2025 est fini, là, il est dépouillé de toute légitimité. Même quelqu'un qu'on a élu dans un quartier, il est plus légitime que Faure Gnassingbé. Mais c'est lui qui nomme maintenant des sénateurs qui à leur tour vont le nommer président du conseil. Vous trouvez ça normal? Et les gens viennent nous dire que c'est comme ça que fonctionne un régime parlementaire. Attendez. Et vous avez dans ce gouvernement des universitaires des gens qui sont des agrégés, des gens qui ont fait le droit constitutionnel, des gens qui sont des juristes qui viennent défendre ça. Bonjour au passage à Maître Afang Gwedi. Il n'a pas été nommé sénateur. Vous trouvez ça normal? Les gens qui sont élus dans les CDQ là, actuellement là, ils ont plus de légitimité que Faure Gnassingbé. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que son mandat est fini. Même s'ils estiment que ce n'est pas encore fini, même si c'est dans un mois que ça finit, dès que son mandat finit, il n'a plus de légitimité. Les gens qui sont élus même dans les quartiers, chefs de quartier, chefs de CDQ, ils ont plus de légitimité que lui. Maintenant, comment se fait-il que celui qui n'a pas de légitimité, qui n'a aucun mandat électif, ni un mandat de quartier, un mandat de député, un mandat de conseiller municipal, un mandat de président, il va choisir des sénateurs qui à leur tour vont le choisir. Mais attendez. Mais
Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Et une fois qu'il aura été choisi président du conseil, il a tout le pouvoir, il est le chef des armées, il dissout le parlement, il peut faire ci, il est le président du conseil des ministres. Mais ça sort d'où? Cette façon de faire, mais ça sort d'où? Mais il faut convoquer les constitutionnalistes, il faut convoquer les juristes. Les gens n'ont qu'à venir nous expliquer dans quel pays on applique ça. Dans quel pays on applique ça? Nous voulons inventer la roue, nous voulons inventer le soleil, nous voulons inventer la lune, nous voulons inventer les étoiles. Dans quelle planète on applique ça? Quelqu'un qui n'a même pas un mandat électif, un matin, il cumule tous les pouvoirs pour diriger un pays. Il n'a pas de mandat électif, il n'a aucun mandat. Et les gens qui le nomment, c'est lui qui les a nommés. Les gens qui vont le porter demain, c'est lui qui les a nommés. Il les nomme pendant qu'il n'a aucun pouvoir. Mais c'est incroyable. C'est totalement incroyable. Mais bon, les gens sont là, nous tous on apprécie. Et on verra bien ce que ça va donner. Et je ne sais pas où est-ce qu'on va avec ça. Mais bon, si les Togolais trouvent que c'est normal, bon, allons-y. Si les Togolais trouvent que c'est normal, allons-y. Pendant ce temps, les gens manquent d'eau potable partout, sur l'ensemble du territoire. Les gens manquent d'eau potable. Les gens manquent d'eau potable partout, sur l'ensemble du territoire. Les gens n'ont pas d'eau à boire. J'ai publié une vidéo, il y a des photos, il y a un peu de tout. Les gens n'ont pas d'eau potable à boire. À Dapaon, sur l'ensemble du territoire, les gens se plaignent. Et pourtant, comme on a eu à le révéler la dernière fois dans le live de mes amis Milaoué et Titri, en 10 ans, on a investi plus de 100 milliards dans la région des Savanes pour l'eau. En 10 ans, plus de 100 milliards dans la région des Savanes qu'on a investi pour l'eau. Et aujourd'hui, dans la région des Savanes, les gens n'ont pas d'eau potable à boire. En tout cas, la majorité n'ont pas d'eau potable à boire. En 10 ans, on a investi 100 milliards dans la région des Savanes pour l'eau. Plusieurs projets. Quand vous cumulez ces projets, on est autour de 115 milliards pour l'eau, pour régler le problème de l'eau dans la région des Savanes. Pour régler le problème de l'eau dans la région des Savanes. Et dans la dernière période, il y a au moins 3 ministres de la région des Savanes qui ont été ministres de l'eau. Au moins 3 personnes qui ont été ministres de l'eau. Il y a quelqu'un qui me demande combien touchent les députés, les sénateurs, les maires, les préfets, les ministres. Et comme ça, on va faire le calcul pour voir ce que ça coûte à l'appareil de l'État. On va le faire. Quand ils vont fixer les indemnités des ministres, des sénateurs, on va voir. On va voir avec ce que les députés gagnent, tout ça. On va faire un calcul assez simple. On verra ce que... Je pense que les préfets doivent être autour de 600 000. Les maires, je ne sais pas trop. Les maires, c'est selon la taille des mairies. C'est selon la taille des mairies. C'est selon la taille des mairies. Les sénateurs, on n'a pas encore fixé. Les ministres, bon, les ministres, ça dépend aussi. Ministre d'État, ministre délégué, premier ministre et tout ça. Ça évolue. Et donc, voilà ce que moi, je voulais partager avec vous. Comme je vous l'ai dit, le live d'aujourd'hui ne va pas être très long. On est à 4600 sur TikTok et puis 2300 pratiquement sur Facebook. Et je pense que c'est les sujets que j'avais à aborder avec vous aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment dommage ce qui arrive dans notre pays. Et je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais voilà, oui, il y a 61 sénateurs, ou bien je me trompe. Il y a 61 sénateurs, ou bien je me trompe. Non, les gens de Cinco, depuis le dimanche passé, ils sont en train de raser les murs. Donc, je les observe du coin de l'œil. Donc, je les tiens à l'œil. Pour le moment, ils se sont un peu calmés. On espère que tout ce qu'on leur demande,
ils vont le faire, ne serait-ce que réaménager leur conseil de direction pour intégrer les Togolais. Ils ont voulu faire une contre-communication, ça n'a pas marché. Ils ont voulu utiliser des artistes et tout ça. Bon, tu sais, c'est des trucs. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler des syndicats. J'ai publié un truc sur les syndicats, les 6 centrales syndicales que nous avons au Togo, qui sont devenues des amorphes depuis des années, qui ne font pratiquement rien. Je regarde rapidement. Donc, qui ne font pratiquement rien. Il y a certains qui sont décédés. Je pense que le secrétaire général de la CGT... et oui, normalement, oui, je suis d'accord avec vous. Normalement, les militaires doivent porter le numéro matricule. Surtout ceux qui sont sur la route, ils doivent toujours porter la bande patronymique et le numéro matricule. Comme ça, si des gens sont agressés, ils savent qu'à un moment donné, c'est tel militaire ou bien ils ont eu affaire à tel agent de police. Et c'est dans des dictatures qu'on cache l'identité des militaires qui sont dans le domaine public. C'est dans les dictatures qu'on cache l'identité des militaires. En dehors de tous ceux qui travaillent dans les renseignements, ceux qui collectent les informations, ceux qui vont dans des missions discrètes, le militaire, quand il est au service de la population, il doit avoir sa bande patronymique et son numéro d'identité, son numéro matricule. Moi, je me rappelle dans les années 85-86, je me rappelle que les militaires, les policiers avaient leur numéro matricule. Parce que je me rappelle qu'on avait arrêté une voiture à l'époque et le gars et le policier ils étaient en altercation. Et le chauffeur il a pris un bic et puis il a noté le numéro matricule du policier et son nom en disant « Je vais me référer à vos chefs ». C'est comme ça que ça doit se passer dans une société normale. Mais au Togo, vous avez des gens qui sont dans la rue. Ils ont juste la tenue du policier. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas une bande patronymique. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de numéro matricule. Et ce n'est pas normal dans une république, dans un pays organisé. Ce n'est pas normal. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe chez nous. Et voilà. Donc, je pense que petit à petit, ça va évoluer. Et on va continuer par ressortir tous les aspects de la mauvaise gouvernance, toucher les besoins immédiats des populations. Et on espère que la prise de conscience se fait progressivement. Ouais, Tikpolonou, c'était le président le secrétaire général de la CGT. Donc les syndicats sont là, et ils ne font pratiquement rien, ils ne foutent rien. Il revient aux syndicats de base, surtout ceux qui sont dans les domaines, dans les sociétés parapubliques, le port autonome de Lomé, la Lonato, la SNPT, la CET, la Régie. Ce sont ces syndicats de base qui doivent s'organiser pour destituer les anciens. Oui, Beleki, voilà, il est devenu sénateur. C'est tous ces gens-là qui doivent s'organiser pour destituer les secrétaires généraux des syndicats qui ont bloqué les syndicats, qui ne font rien avec les syndicats. Donc, voilà. Donc, je pense que on va s'arrêter là aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le live d'aujourd'hui ne va pas être trop long. On a passé 2 heures. J'étais très bousculé dans la semaine, donc je n'ai pas travaillé sur les dossiers. Donc, merci pour tous ceux qui ont pris le temps de suivre le live d'aujourd'hui. Et j'espère que, bon, d'ici dimanche, on va travailler sur des gros dossiers sur lesquels on va revenir. Et j'espère que... Non, Tikpolonou, c'est un ancien syndicaliste. Il s'appelle... il portait un chapeau cow-boy, là. Il est de Akepe. Celui qui a fait construire le centre de santé, la morgue d'Akepe. Il était à la tête de la CGT. Voilà, CGT ou bien CGCT, ouais, un truc comme ça. Donc, Ephraim Tikpolonou, voilà son nom. Ouais, il est décédé il y a un moment. Voilà. Donc, voilà ce que moi je voulais partager avec vous pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. En espérant que les lignes vont bouger et que l'ensemble de nos citoyens vont progressivement prendre conscience de tous les dégâts que le système a créés et qui vont nous suivre dans les années à venir. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on bascule dans un régime parlementaire avec les institutions qu'on a là et avec quelqu'un qui n'a aucune légitimité, mais qui va être porté par... Parce que dans le système parlementaire, le président du Conseil qui devient le Premier ministre, il est élu. Hein? Il est élu. En Angleterre, le Premier ministre est toujours élu. Il est élu comme ses pairs.
En Israël, le Premier ministre est élu. En Italie, le Premier ministre est élu. Il y a qu'au Togo où l'équivalent du Premier ministre, donc le président du Conseil, il ne jouit d'aucune légitimité électorale. Même pas élu de quartier, même pas élu du canton, du village. Mais il va être président du Conseil, il va cumuler tous les pouvoirs. Il va nommer les gens qui vont le nommer après. Et lui, il a la capacité de les dissoudre. Il y a qu'au Togo qu'on peut avoir ça. Et ça ne choque personne. Excusez-moi de revenir là-dessus. Ça ne choque personne. Ça ne choque aucun constitutionnaliste. Ça ne choque personne. C'est fou ça. C'est fou ça. Et Faure lui-même, qui a fait 20 ans au pouvoir, il ne vient pas d'abord derrière, il ne vient pas devant les Togolais pour leur dire, voilà ce que j'ai pu faire en 20 ans. Voilà ce que j'ai pu réaliser en 20 ans. Pourquoi je veux encore continuer? Pourquoi je veux être encore aux affaires? Il vient, il dit rien aux Togolais. Il est là à mélanger les tests. L'essentiel pour lui, c'est qu'il soit dans le fauteuil. Que ça s'appelle président ou pas, que ce soit lui qui ait tout le pouvoir, que ce soit lui qui dirige le pays. Mais le Togo ne peut pas être une particularité dans le monde, une curiosité mondiale. Sous les tropiques, un pays... C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, c'est le cours de l'histoire. On va voir comment ça va se terminer. Oui, là, il y a... Je vais terminer.